Bonjour à tous. Donc, j'ai la tâche en 10 minutes de vous parler du couplage et de l'intelligibilité. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse au quotidien. Et sans aller, donc, je vais vous présenter un constat et puis des solutions. Pas forcément un cas clinique particulier, mais quelques solutions, quelques pistes intéressantes qui sont issues de réflexions qui se passent en Allemagne. Alors, ma présentation, c'était un mauvais couplage dégrade-t-il l'intelligibilité dans le bruit. Et ce qui me frappait, c'était peut-être le terme de mauvais. Alors mauvais, est-ce que c'était intentionnel de notre part? Je pense pas. C'est bon, c'est un petit peu mieux. Parce que j'ai un Larsen en fait derrière moi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc mauvais couplage, ça avait quand même quelque chose d'intentionnel ou en tout cas faire une faute. Et je pense que vous et moi, on ne fait pas intentionnellement de mauvais réglages, mais c'était pour vous montrer qu'en pensant faire bien, des fois on peut quand même faire quelque chose qui n'est pas optimal au niveau de l'appareillage, au niveau du couplage. Alors, j'ai pas de lien d'intérêt particulier. Tout ce que vous allez voir, que ce soit appareil ou matériel, je l'ai payé. Je n'ai pas été rémunéré par les fabricants pour le faire. Donc, un bon couplage auriculaire, si je vous demande à vous, audioprothésistes, qu'est-ce que c'est, vous allez peut-être me dire c'est quelque chose qui va vous permettre d'amplifier les graves, de faire d'amplifier sous 1000 Hz, de diminuer les risques de Larsen quand vous voulez corriger une surdité importante, et d'améliorer le confort. Alors, un bon couplage, améliorer le confort, ça voudrait dire un dôme qui ne va pas créer d'autophonie. Si je demande à un physicien, il va peut-être me dire un bon couplage, c'est quelque chose qui va permettre de maîtriser la masse acoustique. Donc, on aura quelque chose de complètement différent, peut-être de l'audioprothésiste. Et si on demande à un fabricant qu'est-ce qu'un bon couplage, le fabricant va vous dire un bon couplage, ça va vous permettre de réduire les interférences destructrices, c'est-à-dire le signal qui rentre en direct dans l'oreille, le signal qui est amplifié, qui crée des interférences, et un bon couplage va limiter ces interférences. Et le fabricant vous dira, éventuellement, avec un bon couplage, vous allez utiliser tout le potentiel de mes algorithmes. Alors, je vais partir sur le point de vue du physicien, de l'acousticien, c'est-à-dire de la masse acoustique. Et la masse acoustique d'un couplage, en fait, d'un embout ou d'un dôme, c'est sa capacité, en fait, à isoler du bruit extérieur. Et quand on parle de paroles dans le bruit, c'est quand même intéressant. C'est ce qu'on recherche le plus. Donc la masse acoustique, elle se calcule en audioprothèse. Et donc on a ρ, la densité de l'air. Et donc elle est dépendante de la longueur de l'évent, qui là va être caractérisé en mètres, et du diamètre de l'évent. Donc si on regarde, donc vous avez sur ce graphique la sensation d'occlusion, la masse acoustique, on va partir, et je vais vous parler exclusivement aujourd'hui de dômes fermés. Je ne vais pas parler de dômes ouverts, donc dômes closed chez les fabricants que je vais citer. Donc une masse acoustique très faible, à peu près entre 100 et 200 kg par mètre 4. On va parler d'un embout qui aurait un évent de 2 mm sur 16 mm de long, qui va avoir une masse acoustique et qui va approcher les 10 000 kg, et un embout qui va être plus fermé avec un évent d'1 mm et de longueur 16 mm. Si j'analyse un petit peu ces différents couplages et que je présume par exemple que j'ai au moins 10 décibels d'amplification, si j'utilise un embout qui est complètement fermé, très fermé, avec un évent d'1 mm et 16 mm de long, mais le bruit va interférer, c'est-à-dire va rentrer à peu près jusqu'à plus ou moins 750 Hz. Donc on a quand même une relativement bonne isolation vis-à-vis de l'extérieur. Si je regarde la masse acoustique avec un évent un petit peu plus grand, on est toujours sur un embout moulé, évent de 2 mm, là le bruit va interférer à peu près jusqu'à 1000 Hz. Donc très vite, vous voyez que le bruit commence vraiment à interférer. Évidemment, si j'ai plus d'amplification que 10 dB, le bruit va interférer un petit peu plus tardivement, on va dire, à des fréquences qui sont plus basses. Si j'utilise un dôme fermé, là, j'ai aucune masse acoustique ou quasiment pas. C'est-à-dire que j'ai à peu près 200 kg mètre 4 de masse acoustique. Et
on a beau être fermé, vous allez peut-être avoir de l'amplification dans les aigus, peu de l'arsène, éventuellement pouvoir récupérer quelques graves, mais le bruit va rentrer quand même jusqu'à à peu près 2500 Hz. Et si j'utilise un embout complètement ouvert, transparent, masse acoustique nulle, ben là, le bruit va interférer à peu près jusqu'à 4000 Hz, c'est-à-dire le bruit rentre en totalité dans le conduit auditif. Tester les appareils aujourd'hui, donc David Collin en a parlé hier, Eric Bavu, ça devient compliqué, c'est-à-dire que vous avez des appareils qui sont censés détecter la parole devant, derrière, sur les côtés d'un locuteur qui se déplace, hein, c'est pas évident du tout. Donc tester un appareil aujourd'hui, c'est assez compliqué, et la façon de les tester que je vais vous montrer, en fait, ils ont été testés avec 5 sources de bruit autour, et en fait une source de parole qui se déplace en fait de manière aléatoire autour de l'appareil. Autant vous dire que les appareils aujourd'hui n'aiment pas ce genre de... C'est vraiment quelque chose de très très concurrentiel. Et on vous a présenté hier l'ASPI, on vous a présenté le STOI binaural. Donc tous ces indices-là, il faut vraiment les avoir en tête aujourd'hui. Là, je vais vous présenter des mesures objectives qui ont été faites avec le S2I, mais d'une manière différente. Le S2I est une mesure non intrusive quand on l'utilise nous en tant qu'audio. Là, le S2I, en bits par seconde, en fait, ça quantifie la présence de parole, son débit dans le bruit en bits par seconde. Donc c'est un test qui est appelé intrusif, c'est-à-dire qu'on a de la parole propre et on va la rechercher au milieu de la parole bruitée. Alors voilà les données en embout fermé. J'ai pris 2 appareils récents, très récents. Donc un Phonak Infineosphère, un Encanta 400 Bernafon. Et donc encore une fois, hein, quelque chose de très compétitif au niveau du bruit de la parole qui se déplace. Je ne vais pas revenir sur les performances brutes en fait de ces appareils, c'est pas mon propos. Mais sachez quand même qu'on a des appareils aujourd'hui, ces appareils-là, qui sont quand même très performants. Ça fonctionne vraiment bien aujourd'hui. C'est assez étonnant. À condition de les régler d'une manière spécifique, en les forçant, pour le Phonak par exemple, sur le programme vraiment de débruitage. Ça, c'est la performance qu'on a. Vous voyez, le 50% d'intelligibilité qui correspond à peu près à 30 bits par seconde de présence de parole en fait dans le bruit. Et si je passe en dôme fermé, donc je passe d'embout fermé à dôme fermé, vous voyez ici qu'on va perdre à peu près, pour les 2 fabricants, à peu près 6 décibels de rapport signal sur bruit. Je ne suis pas passé en dôme ouvert, je suis passé en dôme fermé. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai fait que diminuer drastiquement en fait, la masse acoustique de l'embout. Donc ça, je pense que c'est un point qui m'a surpris moi-même. Hein. On pense tous que quand on fait un dôme fermé, voire un double dôme, en fait, on a des performances intéressantes. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que vous perdez quasiment la totalité de ce que vous apporte l'appareil. À partir du moment où il vous apporte beaucoup, vous perdez beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une perte de performance brute, de rapport signal sur bruit, qui est liée au couplage. Et pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le conduit, alors je ne sais pas si on va entendre les enregistrements. Là, vous avez la parole propre, on va dire, qui est non bruitée, qui est captée au niveau d'un micro de référence à côté de l'appareil. La bise s'est mise à souffler de toutes ses forces. Donc ça, c'est ce qui a été enregistré dans la cabine. On en prend l'enveloppe de cette parole et vous avez la mesure qui est faite avec appareil auditif. Par exemple, je l'ai extraite ici à rapport signal sur bruit 0 décibels avec son enveloppe. La bise s'est mise à souffler de toutes ses forces. Donc avec un des 2 appareils. Et vous avez la même chose en fait en dôme fermé à 0 décibels. La bise s'est mise à souffler de toutes ses forces. Je pense que c'est assez clair à l'écoute quand même qu'on est en dôme fermé. On pense être isolé du bruit extérieur et que vous voyez qu'il n'en est rien. Et vous voyez également en fait qu'on va avoir dans les vallées de la parole en fait du bruit qui va venir polluer littéralement dans cette zone-là. Si je compare l'enveloppe du signal de référence, donc en vert fluo,
et avec l'enveloppe parole plus bruit, vous voyez qu'en fait, en embout fermé, eh bien, on a une conservation des pics de la parole qui est quand même très importante. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui va se passer en fait quand vous êtes en dôme fermé et en dôme ouvert a fortiori, c'est qu'en fait vous voyez, on a ici les pics sont beaucoup moins marqués, donc on a un lissage temporel. Et tout à l'heure on vous a parlé également d'un lissage spectral. Donc en fait le bruit rentrant en direct va littéralement lisser l'enveloppe temporelle de la parole. Donc on va avoir une perte de définition, de contraste, puisque c'est du contraste en fait, qui est lié au mauvais, entre guillemets, couplage acoustique. Donc, ce qu'on peut dire, pour résumer, alors ça, je parle de l'enveloppe temporelle, mais sur la structure fine, on a le même problème. La diminution de la masse acoustique dans le bruit donc, va lisser l'enveloppe du signal utile, c'est-à-dire de la parole, et va dégrader également sa structure fine. On a une perte de 10 à 40% de la qualité sonore. Donc, je ne vous ai pas mis les illustrations de mesures de qualité. On a des mesures de qualité objectives qui s'appellent par exemple l'ASCII, qui est une très bon indice de qualité sonore. Donc 10 à 40% de perte de qualité en fait. Et on a une diminution, vous l'avez vu, de 6 à 9 décibels du rapport signal sur bruit. C'est-à-dire pas loin de la totalité de ce que peut apporter l'aide auditive. Alors c'est bien, vous me direz, on va fermer les oreilles, mais je suis comme vous savez très bien qu'en pratique, on ne peut pas fermer les conduits auditifs. Et donc là, je nous mets face à un problème. Oui, le couplage fermé, c'est un couplage efficace, on est bien d'accord, mais vous voyez ce patient que je remercie parce que on va le suivre un petit peu jusqu'à la fin. Je lui ai fait quand même pas mal de choses. Vous voyez que quand on ferme son oreille, son conduit auditif, vous voyez son autophonie ici, quand il prononce la voyelle I comme ça de manière tenue, avec un premier formant qui est très basse fréquence, on est quasiment à 100 décibels en crête. Donc l'appareil est arrêté, en fait. Donc c'est intolérable. Alors moi, je suis un très bon candidat à ce genre de choses. Si je me mets un embout, si je fais une mesure comme ça, je peux monter jusqu'à à peu près 105 décibels. Alors ça correspond à quoi l'autophonie ? Il y a plusieurs autophonies. Donc là, je vais vous parler de l'autophonie cartilagineux, c'est-à-dire de la perception de sa propre voix au niveau cartilagineux, qui est différente de l'autophonie aérienne quand on s'entend parler par appareil auditif, et celle-là disparaît au fur et à mesure de l'appareillage. L'autophonie cartilagineuse, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi est due cette autophonie, et je remercie Shalaton Mollman et Simon Kernsten de m'avoir laissé utiliser leurs données. En fait, le conduit auditif va vibrer, va transmettre en fait le son de sa propre voix, mais à des endroits différents en fait du conduit auditif. Et par exemple, au niveau ici de l'articulation temporomandibulaire, donc ATM, vous avez un maximum de vibration en fréquence aux alentours de 100 à 250 Hz. Donc c'est vraiment à l'entrée en regard du tragus en fait que vous avez le maximum d'amplification. Et un petit peu plus loin dans le conduit, vous avez un maximum à 500 Hz et à 1000 Hz, mais qui sont beaucoup moins gênantes pour l'autophonie. Donc vous voyez que c'est dans cette zone-là qu'il faudrait agir en fait si on voulait fermer le conduit auditif pour augmenter la masse acoustique, mais diminuer cette autophonie qui peut être rédhibitoire au port de l'appareillage. Alors quelle solution ? Et là je vais vous présenter des solutions qui sont en débat en fait en Allemagne depuis plusieurs années, mais plus pour protéger les patients hyperacousiques. Et je les détourne un petit peu peut-être de leur sujet initial. Je vais vous présenter un embout un petit peu particulier, un couplage un peu particulier qu'on appelle l'embout nugget. Alors, nugget, en anglais, ça veut dire pépite. En gros, c'est un embout qui est plus ou moins patatoïde, en fait. Il est biscornu. Alors, l'avantage de cet embout, les avantages, c'est que on va garder la masse acoustique parce qu'on a un petit évent, mais qui va être long. Et vous voyez que dans cet embout, si vous regardez la masse acoustique ici, dans ce logiciel de modélisation, on est à 18 000 km². Donc on a vraiment une masse acoustique qui est très importante parce qu'on a un évent long. Il est petit, mais il est long.
ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même une occlusion dans la partie sinon osseuse, en tout cas la fin de la partie cartilagineuse. Donc on n'a pas de transmission du premier formant, du fondamental laryngé par l'articulation temporomandibulaire. Ça diminue nettement la gêne dans cette zone-là. On a un évidement total en regard de l'articulation temporomandibulaire. Donc on n'a pas ce piège en basse fréquence. Et on n'a aucune occlusion, en fait, vous le voyez ici, donc là, pas d'occlusion de l'entrée du conduit auditif. Donc on a à la fois un embout fermé et un embout qui est ouvert. Donc on combine un petit peu les deux, ça peut être une solution intéressante. Et pourquoi cette forme squelette? C'est que quand vous faites un embout comme ça, si vous faites juste une forme canal, il y a des risques que ça bouge un peu. Donc j'ai choisi la forme squelette pour ça. Si on regarde l'effet de cet embout au niveau de l'autophonie, donc je reprends la mesure que j'ai faite, que je vous ai montrée tout à l'heure, où là on avait vraiment sur ce patient-là une autophonie importante. Vous voyez avec cet embout nugget une diminution très nette en fait de la perception du fondamental du premier formant. Là on est sur le premier formant. Et si vous la comparez avec l'autophonie oreille ouverte, c'est-à-dire juste la sonde dans le conduit auditif, vous voyez qu'on est très très proche en fait de l'autophonie naturelle. Donc on a quelque chose qui va combiner, quelque chose de très intéressant qui va combiner un petit peu à la fois confort et à la fois efficacité. Et pour conclure, si dans le Far West en fait des performances dans le bruit, parce qu'on nous annonce des performances dans le bruit, elles sont là aujourd'hui, mais on nous les annonce dans quelles conditions en fait? On vous dit pas. Est-ce que c'est en bout ouvert? Est-ce que c'est en bout fermé? Je crois que largement plus de la moitié des appareillages auditifs aujourd'hui se font avec un couplage ouvert, ou en tout cas un dôme fermé. Donc on aura le bon. Donc pas d'autophonie, c'est-à-dire très peu de transmission par voie au niveau de l'articulation temporomandibulaire. On va garder de la masse acoustique, donc très peu d'entrée du bon indirect. On a des performances constantes avec un embout, c'est-à-dire que le placement est fixe, alors qu'avec un dôme, vous le mettez plus ou moins loin. On a des performances qui peuvent être aléatoires. Une qualité sonore, vous avez vu, la qualité, elle peut se dégrader jusqu'à 40% de la qualité quand vous avez un dôme. On utilise les algorithmes et on a vraiment une justification de la classe 2, et voire de la classe 1, parce qu'on a des bons classes 1 quand même aujourd'hui. Ça, c'est le bon. On a la brute. La brute, c'est chose que vous n'utiliserez jamais, ni moi, ni vous. La masse acoustique est importante, ok. L'efficacité dans le bruit, oui, elle est là. Et la qualité sonore, certainement. Mais évidemment, l'autophonie, elle est rédhibitoire. Personne ne portera ce genre d'embout. Ça dépend aussi de l'anatomie. Chaque personne est très différente. Mais voilà, ça peut être bien. Le truand. Le bon, la brute et le truand. On a vraiment le truand. Pourquoi? Parce que ça nous fait croire qu'on ferme l'oreille. Ah oui, on ferme l'oreille. Oui, on a moins de l'arsène. Oui, on peut éventuellement corriger en dessous de 1000 Hz. Mais non, on n'a pas de masse acoustique avec un embout comme ça. On n'a pas de masse acoustique parce qu'on a un évent court et la paroi n'est pas suffisante pour arrêter le bruit, en fait. Donc on a une perte d'intelligibilité, on a un placement qui est aléatoire, vous savez que les gens le mettent plus ou moins bien, plus ou moins loin. Donc il faut savoir que même avec un embout, si vous devez retenir quelque chose, c'est que même avec un embout fermé, vous n'utilisez pas les algorithmes des appareils auditifs. Et pour terminer, comment qualifier celui-là, quoi? C'est-à-dire que l'embout ouvert, l'arnaqueur, je ne sais pas. Et donc là, vous mettez un classe 2, le plus performant du monde, vous le mettez en embout fermé ou en embout ouvert a fortiori. Vous n'avez aucune amélioration de la compréhension dans le bruit. Il faut savoir que l'amplification seule n'améliore pas la compréhension dans le bruit. Je pense que vous avez tous eu des patients qui reviennent vous voir en disant « mais quand j'appuie comme ça sur mon tragus, j'entends beaucoup mieux dans le bruit ». Donc vous avez peut-être compris pourquoi, quel que soit le dôme. Voilà, donc je voulais remercier Maxime Baruet qui a littéralement mis à jour en fait son logiciel pour me permettre de faire une simulation de la parole, et David Laroche de LD Pro qui m'a aidé à modéliser ces embouts. Si ça vous intéresse d'obtenir ces fichiers de modélisation pour ceux qui ont des imprimantes, ça sera avec plaisir. Voilà.